Dans un instant, elles sont à l'origine de nombreuses perturbations. Les feuilles mortes qui s'entassent sur les voies ferrées. La SNCF a décidé de s'en débarrasser grâce à des trains spéciaux. Nous partirons également à Lyon, une ville passée sur le divan de psychanalystes urbains. Mais tout d'abord, en région PACA, de nombreux agriculteurs ont du mal à s'installer. La faute au manque de terrain mis à leur disposition. Pour tenter de trouver des solutions, des assises ont été organisées par la Chambre d'agriculture du Var. 855 hectares, soit 15% des terres agricoles en Provence verte sont en friche, détenues par des propriétaires fonciers qui les laissent à l'abandon, avec l'espoir que ces terrains, situés pour la plupart en zone périurbaine, prennent rapidement de la valeur. Une des problématiques sur notre secteur, c'est le fait que des gens, propriétaires terriens, attendent que ces terrains passent constructibles pour faire une grosse plus-value. On voit pas trop loin des zones commerciales, on voit que la ville n'est pas loin. Et en fait, ces gens ont toujours espoir qu'un jour ou l'autre, ce terrain passe constructible pour gagner de l'argent avec. En PACA, seulement 30% des terres est exploitée en surface agricole, 2 fois moins qu'au niveau national. Et chaque année, cette surface diminue. Pour enrayer cette hémorragie, de plus en plus d'élus de la région transforment en zone agricole protégée les terres les plus proches des villes. C'est une arme contre la pression foncière, la spéculation foncière qui peut se faire aujourd'hui sur des terres agricoles. Et en même temps, ça valorise le bien des agriculteurs qui sont déjà présents. Sur le territoire, on a des agriculteurs qui ont une moyenne d'âge de 55 ans. Il va y avoir une passation, il faut les aider. On a le vivier, on a les acteurs, on a les outils. Je crois que c'est bien parti pour l'avenir. Un avenir que les agriculteurs voient florissant. Tous souhaitent l'implantation de nouveaux venus pour répondre à la demande d'un marché en pleine mutation. Il en faudrait un peu plus parce que donc il s'ouvre des opportunités, donc entre autres fournir les cantines scolaires. Le marché local il se redéveloppe finalement. Donc on a un projet aussi de créer un magasin de producteurs et donc il faudra amener de la production sérieusement, quoi. Pour pérenniser et dynamiser durablement l'agriculture, le territoire de Provence verte a convié les acteurs du secteur à ses assises avec un objectif commun, trouver ensemble des solutions pour l'avenir. Elle donne chaque hiver des sueurs froides aux cheminots, les feuilles mortes qui s'accumulent sur les voies, entraînant de nombreuses perturbations pour les voyageurs. Pour faire face à ce phénomène, dans les Pays de la Loire, la SNCF a investi dans un train spécial. Un nettoyeur haute pression XXL. Voici l'engin dont s'est dotée la SNCF en Pays de la Loire afin de se débarrasser des feuilles mortes déposées par les vents d'automne. 60 mètres cubes d'eau pour évacuer les feuilles qui ont formé une pâte glissante sur les rails. Actuellement, on roule environ à 50 à l'heure, donc c'est la vitesse prévue pour nettoyer donc, la surface des rails, puisqu'on projette de l'eau à environ 400 bars donc, sur la surface du rail. Et donc c'est vrai qu'il ne faut pas aller trop vite pour que ce soit efficace. De simples feuilles en apparence inoffensives qui provoquent beaucoup de problèmes de patinage et de freinage. Ces techniciens nettoient les rails 3 fois par semaine, au départ de Nantes vers La Roche-sur-Yon, Saint-Nazaire et Redon. On parcourt environ 500 km par semaine avec ce train. Et avec les dressings de brosse, on parcourt environ 200 à 300 km par semaine à peu près. Chaque année, la SNCF taille des arbres à proximité des voies, mais 70% d'entre eux se trouvent sur des propriétés privées. Mais cet élagage ne suffit pas toujours. Ça engendre des retards, donc il y a des milliers de minutes qui sont perdues donc, tous les ans à cette saison dû au patinage des trains. Donc forcément, quand les trains sont en retard, ça a un coût pour l'entreprise. Un coût pour l'entreprise et du retard pour des milliers de passagers chaque année. C'est peut-être grâce à ce train laveur que vous serez à l'heure la prochaine fois à votre travail. Cette séance de psychanalyse un peu particulière en plein centre de Lyon, organisée par un collectif d'artistes, les habitants étaient invités à répondre à une série de questions sous forme de portraits chinois, une étude insolite et drôle afin de dresser un diagnostic urbain de la capitale des Gaules. Les transats ont remplacé les divans et la rue, le cabinet du thérapeute. La parole est aux Lyonnais. Il s'agit ici de les écouter pour dresser un diagnostic, non pas d'eux, mais de leur ville. Les médecins en blouse blanche sont en fait des psychanalystes urbains chargés d'ausculter Lyon. Et si Lyon, c'est un fruit ou un légume? Pour vous, qu'est-ce que ce serait? Oui, un fruit. Un fruit? Une pêche. Une pêche? Quel âge est la ville de Lyon?
sur l'échelle d'une vie La humaine? trentaine. La trentaine. Quel est le mal mystérieux dont souffre ou souffrirait Lyon? Nous sommes l'ANPU, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, et nous considérons la ville comme une personne, et du coup nous lui appliquons le cadre névrotique de la psychanalyse. Nous cherchons à détecter les traumas de l'enfance que la ville a pu subir et proposer toute une série de solutions thérapeutiques afin de dépasser ces névroses. Une centaine de Lyonnais a participé ce matin à cette enquête sous forme de portrait chinois, avec des réponses parfois surprenantes ou poétiques. Une maladie, qu'est-ce que ce serait? De l'eczéma. Eczéma. Et pourquoi l'eczéma? Parce que c'est une petite maladie pas bien importante, mais c'est assez douloureux. Le mal de Lyon. Je pense que la pollution de l'air en ce moment, ça peut être un bon sujet. Visiblement, il est d'accord, lui aussi. Lui aussi est d'accord. J'ai dit une corbeille de fruits d'été. Parce que je trouve qu'il y a une abondance extraordinaire dans Lyon. Les résultats de cette enquête alimenteront dans un an une exposition du musée Gadagne sur l'histoire de l'urbanisme à Lyon. L'idée, c'est aussi de pouvoir compléter ce travail en allant à la rencontre des habitants et en essayant d'aller au-devant d'eux comme des experts aussi de la ville qu'ils habitent ou qu'ils pratiquent. Si vous aussi vous souhaitez participer, la prochaine séance de psychanalyse urbaine aura lieu sur les terrasses de la Part-Dieu ce mardi à midi. Alors que le Centre international d'art pariétal Lascaux 4 sera inauguré le 15 décembre, que va devenir le premier fac-similé ouvert au public en 1983 ? Depuis 33 ans, ce haut lieu de la préhistoire accueille chaque année près de 300 000 visiteurs. Au départ, quand j'ai été embauchée, c'était pour m'occuper de la buvette. Elisabeth a tout vécu des 33 années d'activité de Lascaux 2. La GECO qui sert de boutique et la modernisation du site. Au début, 50 000 personnes par an et puis jusqu'à 300 000. La fréquentation n'a quasiment jamais baissé, même si il y a eu une érosion au fil du temps. Et elle a même repris ces dernières années. Ce sont les derniers jours d'ouverture de la grotte avant l'hivernage et la pré-retraite. Puis associé au cachot, au pochoir, ils ont pris la peinture directement dans la bouche et ils l'ont craché. 10 millions de visiteurs au total sont déjà passés par Lascaux 2 et toujours la même émotion. C'est magnifique. Quand on rentre, on en reste bouche bée. Le premier fac-similé de grotte au monde a très bien réussi sa mission. Lascaux 2 a initié un mouvement, la notion de copie. Il y a 60 ans, on se disait qu'une copie, c'était ridicule de présenter une copie à des visiteurs. Ben, on s'est aperçu 33 ans après que c'était magnifique, quoi. Le 15 décembre prochain, Lascaux 4, nouveau centre de l'art pariétal, ouvrira ses portes au public et Lascaux 2 fermera les siennes. Mais pas définitivement. Dès le mois d'avril, la grotte accueillera les groupes et les scolaires avant de devenir progressivement monument historique.